Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sport Palabre sur Stade Afrique. On le sait, dans le sport, il y a des records qui seront presque impossibles à battre, il y a des performances physiques irréalisables, mais pas seulement, il y a aussi des sujets, des idées préconçues qui semblent infranchissables. Je parle de l'homosexualité et plus particulièrement de l'homosexualité dans l'univers du sport. Alors, si c'est plus ou moins accepté, voire disons plutôt toléré dans les grandes villes européennes, aux États-Unis, dans quelques lieux assez démocratiques, il se trouve que dans 72 pays dans le monde, l'homosexualité est encore condamnée, voire même peine de mort dans 4 pays africains. Eh oui. Mais qu'est-ce qui fait que les clichés perdurent, qu'un homosexuel est toujours considéré comme une personne efféminée et faible, que les vestiaires féminins des sports collectifs sont des viviers de lesbiennes ou que les douches dans les vestiaires peuvent devenir des lieux propices au vice et à la perversion si jamais il y avait un homosexuel dans les parages. Vous le voyez, le chemin est long et difficile pour faire changer les mentalités, mais nous allons tenter de répondre à quelques questions et d'apporter quelques explications maintenant. Alors pour parler d'un sujet aussi important que celui-ci, j'avais besoin d'avoir des gens de confiance autour de moi, donc j'ai fait appel à notre amie Pauline Ekambi. Bonjour Pauline. Bonjour Laurent. Bonjour Pauline, à tous. je rappelle que vous êtes une jeune start-upeuse de plus de 50 ans puisque vous êtes la fondatrice de Sportail Community. Oui, tout à fait. J'aime à me définir de cette façon-là. Voilà, c'est pour ça que je me permets de venir. J'ai bien compris, merci. Et je reçois pour la première fois Manuel Picot, le co-fondateur, le co-président des Gay Games qui ont eu lieu l'année dernière en 2018 à Paris. Bonjour Manuel. Bonjour Laurent, bonjour à toutes et à tous. Manuel, je vais, avec vous surtout, on va rappeler ce qui était et ce que sont les Gay Games, ce qu'ils veulent représenter, ce qu'ils véhiculent comme image. C'est quoi? On parle de sport, on parle d'homosexualité, on parle de tolérance, on parle de quoi? En fait, les Gay Games sont un événement sportif et culturel mondial ouvert à tout le monde pour lutter contre les discriminations, contre les préjugés, notamment envers les personnes lesbiennes, gays, bi et trans. À Paris, l'année dernière, sont des jeux qui ont organisé 36 sports, des événements culturels, une grande cérémonie d'ouverture, une cérémonie de clôture, un village des sportifs, le tout à Paris. On a accueilli plus de 10 000 participants de 91 pays du monde entier, y compris d'Afrique, d'Australie, d'Asie ou d'Amérique. Et c'est un événement qui est totalement inclusif, c'est-à-dire que tout le monde peut participer à partir du moment où on a 18 ans, quel que soit son niveau, quel que soit son âge, quel que soit son état physique, Vous voulez dire et évidemment son soit orientation sexuelle. Ah oui, surtout. C'est-à-dire que ce n'était pas exclusivement réservé à la communauté LGBT. Non, c'est un événement ouvert à toutes les diversités, de manière à pouvoir vraiment faire face aux préjugés qu'on pourrait avoir vis-à-vis de l'orientation sexuelle. Quand vous disiez c'est ouvert à tous les sportifs, c'est-à-dire du jogger du dimanche aux vrais champions olympiques? Absolument. Vous aviez des champions olympiques? On a Im Lin-dong, par exemple, qui a participé en tennis. C'est une grande basketteuse, mais là, pour l'occasion, elle a joué au tennis aux Gay Games. On rappelle juste que les Gay Games ont été créés en 1982 à San Francisco. Oui, ils ont été créés à l'initiative d'un décathlonien américain qui a participé aux Jeux Olympiques de 1968 à Mexico et qui a voulu créer un événement qui était le prolongement des Jeux Olympiques, mais pour justement mettre en évidence les athlètes lesbiennes, gays, bi et trans en faisant des jeux qui s'appellent les Gay Games, qui devaient s'appeler d'ailleurs les Gay Olympic Games à l'époque. Ils ont accepté olympique? Non, le comité olympique américain a fait un procès contre les Alors, les organisateurs. comités olympiques américains de 1982, mais est-ce que vous pensez que maintenant ils l'auraient accepté en 2019?
Alors sans doute encore moins parce que la marque est encore plus protégée dans le monde. En revanche, nous avons travaillé avec le comité olympique français et on a obtenu l'accord du comité international olympique pour utiliser la flamme aux couleurs rainbow sur une affiche des Gay Games. Donc il y a du chemin qui a été parcouru entre 1980 on va en reparler. Je voulais juste qu'on resitue ce qu'étaient les Gay Games, parce qu'on va en revenir dessus durant l'émission. Pauline, ce genre d'initiative, vous en pensez quoi ? Je trouve que c'est très bien de mettre en avant ce type d'initiative pour favoriser la tolérance déjà, le mieux vivre ensemble, que le sport est un très bon vecteur d'inclusion pour fédérer justement la différence. Puis de par ses valeurs aussi universelles, c'est un très bon vecteur aussi. Je trouve dommage qu'on soit obligé à en arriver là pour respecter la différence et avoir plus de tolérance. Mais bon, voilà, s'il faut en passer par là pour envoyer des messages forts, donc c'est incontournable et indispensable. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire un petit point autour du sujet d'Azdine El Alaoui qui a préparé un sujet sur ce thème. Juste avant de voir le sujet, je rappelle ce que vient de dire Manuel, c'est que des sportifs africains ont participé aux Gay Games, et ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut souligner. On en reparle, et on reparle de plein d'autres choses juste après le sujet. Si l'homosexualité reste encore un sujet tabou et en proie à la haine d'une bonne partie de la société, elle est tout de même de plus en plus acceptée que par le passé, grâce notamment aux nombreuses associations militantes LGBT qui ont dernièrement émergé. Une tolérance qui semble être encore bien éloignée des terrains de sport. En effet, bien que de plus en plus d'athlètes reconnaissent publiquement leur attirance envers des personnes du même sexe, la quasi-totalité de ces coming-out n'ont lieu qu'après la retraite des sportifs concernés. Une dissimulation de ces orientations sexuelles qui peut sûrement s'expliquer par l'homophobie très présente au sein des effectifs des clubs de sport. Du nageur australien Ian Thorpe, 5 fois champion olympique, au boxeur portoricain Orlando Cruz, premier boxeur professionnel en activité à avoir révélé son homosexualité en 2012, en passant par Gareth Thomas, ancien capitaine de l'équipe du Pays de Galles de rugby et récemment victime d'une agression à caractère homophobe, tous sont unanimes, être à la fois gay et sportif de haut niveau est de nos jours très difficile à vivre. Et bien que la plus grande partie des sportifs homosexuels attendent leur après-carrière pour franchir le pas, certains athlètes ont par le passé pris les devants pendant leur période d'activité, sans que cela ne nuise à leur performance. La tenniswoman française Amélie Mauresmo n'a ainsi pas hésité à révéler ses préférences pour la jante féminine après sa défaite pour sa toute première finale d'un tournoi du Grand Chelem, le tout à seulement 19 ans. Une annonce qui n'a pas empêché l'ancienne capitaine de l'équipe de France de Fed Cup de s'adjuger la place de numéro 1 mondial du tennis féminin ainsi que d'être sacrée à Wimbledon et à l'Open d'Australie. La handballeuse Alexandra Lacrabert a elle aussi reconnu publiquement son homosexualité lors d'une interview en 2011. Alors en couple avec sa partenaire en club, la brésilienne Samira Rocha, l'arrière-droite s'imposera ensuite comme l'un des plus grands noms du handball français. Vice-championne olympique à Rio en 2016 puis championne du monde l'année suivante, la joueuse de 31 ans est depuis devenue l'un des exemples de la communauté sportive LGBT. Et même si ces exemples prouvent que l'on peut tout à fait réussir une carrière de sportif de haut niveau tout en assumant son orientation sexuelle, la plupart des athlètes ont aujourd'hui encore beaucoup de mal à faire leur coming out, soit par peur, soit par honte, dans un milieu où les clichés ont la vie dure. Une lente évolution des mentalités qui pose alors une question de plus en plus récurrente, à quand donc une totale tolérance des athlètes homosexuels sur la planète sport ? Oui, beaucoup de choses dans ce sujet. Pauline, j'ai une question. Quand je vois le sujet d'Azdine, une des choses qui me vient comme ça, j'ai l'impression que les filles sont plus courageuses que les garçons dans l'acceptation, enfin dans l'expression de leur coming out, dans la façon d'assumer leur sexualité. Alors il faut savoir que quand j'ai commencé quand j'ai commencé le sport, donc ma carrière en 77, il y avait déjà des clichés sur déjà les femmes. Dans les sports collectifs dans féminins. Les sports collectifs qui amenaient à penser que... Juste une chose pour ceux, parce que je vous ai présenté cofondatrice de Sport Eye Community, mais pour ceux qui vous ne connaîtriez pas, vous êtes quand même la recordwoman des sélections en équipe de France de basket. Disons que j'ai été détrônée puisque les records sont faits pour être battus aussi en 2017. Donc une petite carrière en équipe de France de basket. Voilà, et voilà. J'étais recordwoman pendant C'était 20 pour ans. fermer l'aparté. Ouais. Voilà, ancienne internationale de basket.
en équipe de France. En gros, quand on commençait le sport, le sport avait véhiculé des valeurs de virilité. Donc à partir du moment où on était une femme, féminine ou pas, on était considérés comme des hommes. Et pour eux, le sport, finalement, amenait les femmes à ne plus être des femmes. Donc l'homosexualité des femmes, c'était l'étiquette qui était déjà collée aux sportives, d'office, systématiquement. Si on faisait du sport, c'est qu'on était des garçons manqués et des lesbiennes. Alors, on va dire la vérité. Pauline, maintenant que vous avez terminé votre carrière et que vous aviez suffisamment de recul, quand vous faisiez du basket, est-ce qu'effectivement, oui ou non, il y avait dans les équipes féminines de basket à l'époque, peut-être même maintenant, mais en tout cas à l'époque, parce que vous pouvez en parler, est-ce qu'il y avait plus de lesbiennes qu'il peut y en avoir dans la vie de tous les jours ? Pas plus, non. Disons que comme on est très, on vit en vase clos entre nous, etc. Donc c'était des clichés aussi, beaucoup de clichés qui étaient véhiculés, puisqu'on faisait une généralité de 2-3 cas. Et puis il y avait de l'homosexualité, de la bisexualité, enfin il y avait toute orientation sexuelle, enfin l'hétérosexualité. Et en fait, ça nous passait carrément au-dessus, puisque c'est pas là-dessus. C'était problématique pour les autres, pas pour vous. Pas pour nous, puisque dans le sport, ce qu'on nous demande, c'est d'être performant, et c'est pas l'orientation sexuelle qui définit un athlète ou une personne. C'est sa personnalité, et puis ses accomplishments, j'allais dire, ses actions, performances, actions, voilà, ses actions. Pauline Van Damme. Oui, yes, non, non. J'ai un sport, on parle franglais beaucoup. Je me permets parce qu'on se connaît assez. Manuel, justement, vous, lors des Gay Games, est-ce que vous voyez une différence de comportement entre les sportifs masculins et les sportifs féminins, enfin et les femmes, les sportives? Est-ce qu'ils appréhendent le coming out, je vais mettre ça de la même manière, ou est-ce que c'est plus compliqué pour les uns ou pour les autres? Il faut revenir un peu à l'histoire du sport moderne. C'est quand même le sport a été créé d'abord pour les jeunes hommes. C'est dans la fin du 19e siècle. Je crois que vous allez parler de la Grèce antique. Non, mais sport moderne. Oui, d'accord. Et donc l'idée c'était de construire des jeunes gens sportifs, performants, virils et patriotiques. C'était dans les universités anglaises, ça a commencé. Le sport féminin d'ailleurs est venu bien plus tard, et on disait que les femmes ne devaient pas faire du sport parce que c'était moins bien pour le corps, pour enfanter, etc. C'est incroyable. Le championnat de monde est-ce que ça c'est important? Est-ce qu'aussi il n'y avait pas déjà une peur de la part des hommes d'être battus par des femmes? Non, ça n'a rien à voir. Pour eux, à partir du moment où une femme faisait du sport, c'était plus une femme en fait. Oui, mais elle venait peut-être un peu sur leur plate-bande et ça pouvait. Non, il n'y avait pas du tout. Je vous ai coupé, Manuel, excusez-moi. Non, mais c'est l'idée en fait d'un championnat de football, par exemple, masculin. Il a été créé, les premières règles en Angleterre encore, fin du 19e, 1870 à peu près. Ça, ouais. Championnat du monde de football féminin, 1970. 100 ans plus tard. Ouais. Donc l'idée que déjà il y a l'idée que c'est du sport pour les hommes et non pas pour les femmes. Et après le fait que la construction du sport soit autour de la performance, du virilisme, fait que ça va dans les préjugés habituels de dire qu'il y a une hiérarchisation des hommes, ceux qui sont super virils, et puis ceux qui ne le sont pas. Les homosexuels seraient considérés comme des gens moins virils que les autres, et donc forcément sont moins bien. Donc, à l'inverse, une femme qui serait un peu plus virile, toujours le même cliché des lesbiennes, serait forcément plus performante dans le sport. Tout ça, c'est la construction des préjugés que nous avons. Et qu'on dénonce. Et que vous dénonciez. Et donc, on le disait tout à l'heure concernant les Gay Games, ça a démarré en 82. Enfin, là, on est en 2019. La dernière édition, c'était l'année dernière à Paris en 2018. La prochaine, vous me disiez tout à l'heure que c'est à Hong Kong. Ouais. J'ai regardé un petit peu en préparant l'émission. On est sur les États-Unis, l'Australie. On est sur des endroits quand même qui sont à la base assez tolérants, plutôt tolérants vis-à-vis de l'homosexualité. Qu'est-ce que vous avez vu évoluer? Quelles sont les choses qui ont véritablement évolué entre 82 et maintenant?
Alors en fait, il y a des choses qui n'ont pas évolué, il y a des choses qui ont évolué. Il y a des choses qui ont évolué. En 1982, je disais, le comité olympique américain a traîné en justice le comité organisateur des Gay Games parce qu'il utilisait le terme olympique et qu'à l'époque, hein, on avait des Dog Olympic Games, donc des Jeux olympiques pour les chiens, n'ont jamais été attaqués par le comité olympique, mais par contre les gays ont été attaqués parce qu'ils ont utilisé le terme olympique. Donc pour dire à quoi c'était véritablement... Quoi, vous confondriez, ouais. C'était compliqué. C'était très compliqué. Eh bien, en 2014, le comité olympique international a enfin inclus dans ses règles la non-discrimination liée à l'orientation sexuelle. Aujourd'hui, on ne peut plus discriminer un participant aux Jeux olympiques au titre de son orientation sexuelle. Donc là, c'est au niveau des instances. Au niveau des instances. Il reste, comme vous disiez tout à l'heure, environ 70 pays qui condamnent encore l'homosexualité dans le monde. C'est encore compliqué pour des personnes homosexuelles de vivre leur orientation sexuelle librement dans leur pays, donc dans leur sport aussi. Et quand vous disiez tout à l'heure qu'il y avait des choses qui, pour le coup, n'avaient pas évolué, peut-être même qui ont même reculé, vous pensez à quoi ? Il y a des cas aujourd'hui où certains pays font même de la chasse aux homosexuels. Alors on parle de Tchétchénie en ce moment. Oui. On a vraiment, ou même au Nigeria, où il y a des appels à dénoncer les homosexuels autour de soi. Pauline, quand on entend ce que tu es en train de nous raconter, Emmanuel, pour vous, en tant que sportif, quelle aurait été la véritable évolution ? Qu'est-ce que vous auriez aimé voir ? Un vrai changement, ça aurait été notable, ça aurait été quoi ? Par rapport à l'homosexualité ? Des sportifs. Très sincèrement, déjà c'est pas le sujet par rapport à ce qu'est le sport, c'est ça que je veux dire. Notamment, moi je parle en termes de performance, donc c'est pas le sujet. Je vois pas l'intérêt de s'attarder sur ce type de sujet, alors qu'il y a bien plus grave, notamment dans le sport, et qui reste très tabou, comme pas discrimination sexuelle, non, les violences sexuelles, abus sexuels, pédophilie. Je préférerais qu'on dénonce ce genre de choses, parce que je trouve que c'est beaucoup plus grave, que l'homosexualité n'est pas un crime. Voilà. Enfin, dans certains pays, si. Oui, non, mais c'est pour dire que même dans le monde entier, il y a des crimes et où on ne bouge pas, et qu'il faudrait bouger, qui sont tabous. Mais j'entends ce que vous dites, mais je comprends que vous rameniez le rôle d'un sportif à ce qu'il doit être, c'est-à-dire un compétiteur ou un performeur. Un sportif ou n'importe qui. Dans son mais au travers d'actions comme les Gay Games, il y a l'envie d'ouvrir à ceux qui n'y arrivent pas, la tolérance, l'acceptation. Et quand on voit qu'il y a des pays qui chassent et on les amène à dénoncer dans des environnements l'homosexualité, pour vous, la vraie évolution, ce serait qu'on peut en parler, en fait ? Ah si, on peut. Alors moi, la vraie évolution, c'est le coming out de grands champions. Ouais. Ça va aider beaucoup, dans tous les pays. Donc c'est vrai que ça commence, ça c'est une vraie révolution, par contre, par rapport à ce qu'on évoquait tout à l'heure pour les femmes. Pour les femmes, c'était à la limite, c'était banal, les homosexuels, c'était pas intéressant, ça bousculait pas les hommes ou l'esprit des gens. C'était loin, c'était très loin, voilà. Mais je pense que la vraie révolution, ce serait que des personnalités, que ce soit dans le sport ou dans le monde politique ou autre, puissent faire leur coming out, comme ça a commencé récemment, parce que c'est depuis peu, avec les sportifs, les artistes. Et ça, c'est la vraie évolution. Ça aiderait beaucoup, je pense. Qu'il y ait des modèles, en fait. Oui, qu'il y ait des modèles, parce que des modèles, c'est toujours des icônes, c'est toujours un peu intouchable, c'est toujours c'est des références à tous les niveaux, pas uniquement sur l'orientation sexuelle, mais sur d'autres valeurs. Donc oui, je pense que ce serait un vrai pas en avant. Bon, très bien. Donc les modèles, les gens qui vont porter haut et fiers et qui vont assumer ce qu'ils sont et qui vont le faire accepter aux autres, oui. On en parle en deuxième partie, parce que de toute façon, j'y arrive plus. Allez, à tout de suite.
Sport Palabre, deuxième partie, homosexualité, un tabou sportif, pardon, toujours en compagnie de Manuel Picot, toujours en compagnie de Pauline Ekambi. On a terminé la première partie avec Pauline qui clamait haut et fort qu'en fait, une des vraies évolutions et un des vrais progrès qui pourrait y avoir dans l'univers du sport et de l'homosexualité serait qu'il y ait des modèles, qu'il y ait des personnalités, des stars qui revendiquent haut et fort leur orientation sexuelle. Non pas qu'on ait besoin de savoir ce qu'ils font dans leur chambre à coucher, mais que ça fasse un petit peu avancer les débats. Manuel, est-ce que vous pensez, vous aussi, que ce serait quelque chose de positif? En fait, c'est vraiment important que toute personne qui joue, qui fait du sport, puisse être véritablement la personne qu'il ou elle est. Ouais. L'orientation sexuelle, ça fait partie de son identité. On a besoin de ne pas cacher une partie de soi-même pour être soi-même, justement. Et le fait que beaucoup d'athlètes passent du temps à cacher leur homosexualité, c'est autant de temps qu'ils ne passent pas à se concentrer pour la performance. Donc c'est contre-productif, on va dire. Ça déjà sur le niveau du sport. Puis le deuxième point, c'est que pour un jeune qui découvre son orientation sexuelle, son homosexualité, le fait qu'un sportif de haut niveau, un homme politique, on parlait tout à l'heure, ou toute autre personne qui montre qu'il est homosexuel ou qu'elle est lesbienne, c'est autant de modèles qui permettent une identification et de se dire finalement je peux réussir dans la vie. Donc c'est important à la fois pour le sport, mais aussi pour les autres, qu'il y ait des modèles homosexuels dans le sport. Et ce qu'il faut dire, c'est vrai, c'est que par exemple aux Jeux Olympiques de Rio, il y avait 2 fois plus d'athlètes ouvertement LGBT par rapport aux Jeux précédents. Donc il y a une vraie avancée dans ce domaine, mais essentiellement dans les pays d'Europe du Nord, dans les pays anglo-saxons, et malheureusement pas encore beaucoup en Asie, en Afrique ou dans l'Europe catholique. Pauline, donc c'est vous qui me disiez ça tout à l'heure, qu'il fallait effectivement que il y ait des emblèmes, il y ait des guides un petit peu, il y ait des modèles, comme pour certains acteurs, des chanteurs. Mais on l'a vu dans le sujet de la première partie, tous ceux qui annoncent, qui font leur coming out, le font en fin de carrière. Parce qu'ils ont conscience qu'en termes de sponsors, vis-à-vis des marques, en préparant l'émission, j'ai vu qu'il y avait certaines marques qui, à une époque, incitaient les acteurs, tout en sachant leur orientation sexuelle, les acteurs, les sportifs, sort avec une copine, montre l'image du couple parfait. Comment c'est compliqué. En plus, il y a quand même une énorme hypocrisie, entre parenthèses, parce que quand on voit les calendriers des Jeux du Stade, on est un peu dans une espèce dans des critères qui sont plus proches de ce qu'on peut voir ou imaginer, oui, par exemple dans la Grèce antique. Ouais. Alors, la question, Laurent... La question, c'est est-ce qu'il faut, à tout prix, comment on fait quand on est sportif pour pouvoir assumer tout ça en même temps, sachant toutes les contraintes qu'on a? Est-ce que c'est juste du courage? C'est beaucoup plus difficile, certainement, encore chez les masculins, les homologues masculins, parce que, encore une fois, cette image de virilité que véhicule le sport, parce que, effectivement, des sponsors préfèrent ou même les incitent à cacher leurs orientations sexuelles et à se montrer avec des femmes, voilà, de cette image du playboy, séducteur, voilà, pour vendre ou pour mieux vendre, certainement. Et c'est vrai que la carrière d'un sportif est très courte et ils ont besoin aussi de cet argent pour vivre, pour construire l'avenir, etc. Donc c'est un peu une sorte de chantage et de mise comment dirais-je, pas en danger, mais en difficulté de leur avenir professionnel. Donc en gros,
Enfin, tout à l'heure, je vous disais aussi que ça me fait penser à l'époque du cinéma, des stars de cinéma, des films noirs et blancs, quand j'étais plus jeune, que je regardais, comme les Cary Grant, etc. Ou pareil, Hollywood, où les producteurs les incitaient justement à se montrer grands séducteurs avec des femmes, alors que beaucoup d'entre eux étaient homosexuels. Et là, des années après, 40 ans après, on en est encore là, mais dans le milieu du sport masculin. Donc ça évolue Donc, au milieu du cinéma, on peut espérer que ça évolue dans le milieu du sport. Oui, moi je pense que de toute façon, les mentalités, elles vont évoluer. Il y a, parce qu'il y a il y a ce que j'appelle les vieilles générations avec leur esprit hyper étriqué, et je les ressens parce que je suis l'intermédiaire entre les anciens et la nouvelle génération. Je peux vous dire qu'une fois, voilà, oui, je pense qu'il va y avoir, il y a du changement, il y a des évolutions. C'est peut-être pas encore assez, mais les avancées sont là et de toute façon le train est en marche. Donc voilà. On ne pourra pas faire autrement de toute façon. Manuel, alors on parle d'évolution, de mentalité qui change. Vous avez été témoin pendant les Gay Games de l'année dernière du comportement des sportifs africains. Ouais. À savoir qu'ils ont demandé à changer que leur nom ne soit pas inscrit. Forcément, apparaître en tant qu'athlète LGBT est quelque chose qui peut être dangereux pour beaucoup. Oui. À Paris, mortel même. nous avions souhaité avoir une délégation plus importante du continent africain et nous avons offert des bourses à des Africains pour participer aux Gay Games. On voulait vraiment qu'il y ait une délégation et que ça permette à ce que ces gens viennent aux Gay Games, profitent de l'ambiance, apprennent à s'émanciper et reviennent avec des armes, des outils pour continuer la lutte pour s'affirmer dans leur pays. Mais il n'empêche, sur place, à la cérémonie d'ouverture par exemple, on défile derrière la pancarte de son pays. Certains n'ont pas voulu défiler parce qu'ils avaient peur d'être vus, parce qu'ils ont souhaité ne pas apparaître. Mais alors là, j'en ai un qui est venu à Paris, qui a été vu sur un réseau social et qui n'est pas rentré dans son pays parce que sa famille l'a vu et dit qu'il était menacé. Donc, mais il y a une contradiction, je comprends très bien ce que vous êtes en train de me dire, mais pourquoi aller à des Gay Games si derrière on ne peut pas l'assumer pour faire avancer les choses? Quel était leur intérêt du coup? Certains sont venus, l'ont assumé, sont revenus et d'ailleurs ils organisent ce qu'on appelle les Africa Games, qui sont dans le même esprit que les Gay Games mais qui sera au niveau de l'Afrique, justement pour faire changer les mentalités. L'idée qu'on cherche, c'est pas d'être toléré, c'est-à-dire pas juste d'être supporté, mais c'est d'être respecté, accepté en tant qu'individu, quelles que soient ses différences. L'homosexualité, elle n'est pas contagieuse, l'homosexualité, elle n'empêche personne d'être ce qu'il ou elle est, donc il faut qu'on arrive à ce que ce soit un débat dédiabolisé, désenflammé. Puis qu'on a souvent assimilé, j'ai vu l'évolution aussi des mentalités en France quand il y a eu le sida et pendant longtemps, là, quand il y a eu cette période, tout d'un coup c'était la maladie des homosexuels, quoi. C'était de leur faute. Il y a eu cette période aussi un peu qui a fait reculer, oui, parce qu'il y avait des belles avancées, hein. Moi je me souviens très bien, même dans Paris, le Paris by Night, au Palace notamment, j'ai toujours vu, été mélangé hétéro, trans, enfin c'était tellement... Non mais là on parle de Paris, pas Olympique, non mais c'est pas Paris. Paris, c'était le Paris des années 80, mais qui a quand même, qui est devenu beaucoup moins tolérant aussi après, quand il y a eu le sida. Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait une grande tolérance, et puis tout d'un coup, c'était la chasse aux sorcières, et en Afrique aussi, on a beaucoup... c'est la question que je voulais vous poser. Le sida, c'est forcément les homosexuels, c'est leur maladie, quoi. Mais pour en revenir à l'Afrique et parler de l'homosexualité, est-ce que c'est mission impossible, l'acceptation en Afrique, entre la tradition, la religion, l'aspect patriarcal, ce que représente l'homme, ce que représente la femme, on a l'impression que c'est pas prêt d'évoluer, quoi. Quand on voit comment de jeunes Africains se cachent pour pouvoir vivre un tant soit peu librement leurs amours, c'est un peu compliqué, non? C'est un peu comme pour d'autres choses, comme les mutilations sexuelles sur les jeunes femmes. C'est du travail
d'éducation, il faut faire beaucoup de travail de sensibilisation. Il faut aller dans les villages, dans les endroits où c'est moins la ville, parce que la ville, en ville, peut-être que ça passe mieux aussi, parce qu'il y a quand même des évolutions, mais c'est vrai qu'il y a des endroits où c'est très traditionnel et qu'il faut faire un vrai travail à ce niveau-là, de la même façon qu'on a fait un travail qu'on fait un travail encore maintenant sur les mutilations sexuelles faites aux femmes. L'éducation, apprendre... Éducation, prévention, parler, discuter, bien sûr. Comment vous voyez ça, vous, Manuel ? Il y a des choses qui progressent quand même. Regardez, l'Afrique du Sud a la constitution la plus en avance en matière de droits des personnes et a inclus le respect de toute identité de genre et d'orientation sexuelle. L'Angola vient de dépénaliser l'homosexualité. Donc, au fur et à mesure du développement, de l'éducation, de la sensibilisation, des modèles, forcément, en Afrique aussi, il n'y a pas de raison que le mouvement d'émancipation qui a commencé dans les années 80 se poursuive aussi en Afrique comme en Asie. D'ailleurs, en Afrique du Sud, pour revenir sur cette partie de l'Afrique, il y a Casper Semenya qui s'est marié. Elle est quoi Elle est, comment ils disent, transgenre, je crois. Ah, non, elle n'est même pas hyper sexuée. Ah oui, non, mais ça c'est... Oui, mais elle s'est mariée avec une femme. Entendu des vertes avec des pas une mûres, femme. Là. Ah oui, d'accord. Oui, elle s'est mariée avec une femme, c'est ça que je voulais dire. Pour l'Afrique, moi, ça m'avait étonné. Et donc elle, on peut la considérer comme étant un modèle, comme un exemple. Tout à fait, parce que c'était déjà un modèle, parce que c'est quand même une très grande championne. Absolument. Et moi, j'ai découvert cette information-là en fin l'année dernière, et j'étais très étonnée, je ne savais pas. Surtout étonnée parce que c'était en Afrique. Là, on parle on a comme thématique l'homosexualité. C'est la première fois qu'on aborde ce sujet dans Sport Palabre. En revanche, il y a un autre sujet qu'on a souvent abordé qui est le racisme. Et j'ai même l'impression on enlèverait homosexualité, on mettrait racisme, c'est la même chose. Exactement. Mais c'est la même chose également du sexisme. C'est ça. En fait, c'est que du racisme. Tout ceci, ça témoigne du même processus, c'est-à-dire le non-respect de la différence, de l'identité de l'autre. À partir du moment où on fait du sport, normalement, on accepte des règles du jeu, qui est le respect de l'adversaire, quel qu'il soit, qu'elle soit. Donc il ne devrait pas y avoir ces questions de racisme, d'homophobie, de sexisme, et pourtant elles existent. Et c'est ça qu'il faut réussir à combattre par l'exemple, par aussi des règlements. Vous savez qu'en France, dans le football, les sanctions contre l'homophobie sont moins fortes que contre le racisme. Mais c'est ce que j'allais vous dire. Quand on voit à quel point l'hypocrisie des instances FIFA, UEFA, vis-à-vis du racisme. On a encore des exemples tous les week-ends dans les stades des sportifs, des footballeurs africains qui se font traiter de singes, qui en jettent des bananes, et qu'on voit qu'il ne se passe absolument rien. Si, ils font des spots avec « Say no to racism ». Est-ce que vous pensez, quand vous voyez ça, vous dites, mais en fait, ils n'y arrivent pas avec le racisme, comment nous, on va pouvoir faire avancer les choses ? Alors j'imagine qu'il est hors de question que vous vous découragiez ou vous baissiez les bras, mais déjà, je trouve ça scandaleux qu'au foot, ils mettent autant de temps à réagir contre toutes ces discriminations, alors que les valeurs du sport, encore une fois, c'est des valeurs de tolérance. Bien sûr qu'il y a d'autres difficultés, mais je parle vraiment dans la sphère du sport. Et puis le football, pour moi, il se doit d'être exemplaire et de vraiment taper fort une bonne fois pour toutes. Qu'est-ce qui fait qu'ils n'agissent pas ? Qu'est-ce qu'ils attendent en fait pour agir contre tous ces propos discriminatoires ? C'est vraiment une question que je me pose. Oui, on vous pose la question, à votre avis. Pourquoi ils n'agissent pas plus comme ça, ils ne tapent pas plus fort du poing? D'abord parce qu'ils sont mal à l'aise avec les questions. Nous, on a travaillé pour les Gay Games de Paris avec 36 fédérations sportives nationales. On leur a parlé de la question trans, on leur a parlé d'homosexualité, et c'est vrai qu'ils n'ont pas l'habitude. Ils ont signé en France des chartes de respect de la diversité d'orientation sexuelle. Mais c'est une charte qui reste dans un... C'est juste pour faire joli. C'est très joli, mais en pratique, on se donne une bonne conscience. Voilà, comment on fait pour promouvoir la diversité
au sein des fédérations sportives. Toutes les fédérations sportives ont la vocation de développer le sport pour tout le monde. Déjà Donc, qu'ils soient il faut... constitués en diversité, ce serait peut-être une bonne chose pour faire avancer les choses, déjà, d'une part, dans la gouvernance même. Je me suis permise, parce que ça m'a vraiment fait tilt. On parle de diversité, comment ils font? Déjà, ils sont entre hommes. Ce ne sont que des 90% d'hommes. Je parle bien dans des postes de dirigeants, même si ça change. Et en même temps, dans la mixité, là, on a mis les femmes maintenant. Et ce serait aussi de mettre des personnes qui sont homosexuelles, des personnes qui luttent contre le racisme, parce que là, vous parlez des difficultés qu'ils ont pour aborder ou appréhender ce sujet, mais le sujet du racisme, ils n'ont pas de difficulté et pourtant ça n'avance pas. Donc quel est le problème, vraiment? Parce que je ne pense pas que ce soit une difficulté C'est une volonté politique, vous pensez? Moi, je ne pense pas que ce soit ça le problème, puisque pour le racisme, il n'y arrive toujours pas. C'est qu'il y a un problème de diversité aussi. Peut-être qu'il faut mixer un peu... Manuel, la gouvernance. Clairement, les fédérations sportives ne vont pas assez loin dans la sensibilisation, la formation, les sanctions, et puis la promotion justement des coming out. Le fait de favoriser plus de coming out dans le monde sportif, c'est-à-dire entourer des athlètes, leur dire qu'on les soutiendra quels qu'ils soient, qu'on ira défendre auprès des sponsors leurs contrats, qu'on interdira aux fans d'avoir des injures homophobes ou racistes dans les stades, que les instances pénaliseront vraiment nettement, et pas juste une petite amende de 10 000 €, mais interdira par exemple les spectateurs d'un match parce qu'il y a eu des propos homophobes, et bien là les choses changeront. Ce que j'aimerais moi, c'est que dans toutes les fédérations sportives, dans toutes les instances, il y ait un représentant de la diversité, c'est-à-dire une personne à qui on puisse se référer s'il y a un problème de racisme, s'il y a un problème d'homophobie, s'il y a un problème de sexisme, que cette personne soit identifiée, qu'elle puisse justement aider les athlètes à être eux-mêmes et montrer que la fédération, elle est ouverte à toutes les diversités. Et puis que cette gouvernance incarne cette diversité, ce que je viens encore de dire, parce que c'est ça aussi le gros problème. Le gros problème, c'est vous n'incarnez pas la diversité, comment on peut lutter contre tous ces propos, enfin comment peut-on lutter contre l'homophobie, le racisme, etc. si soi-même, le sport qui véhicule ces valeurs, je dirais, n'incarne même pas dans sa gouvernance cette diversité. Mais par exemple, juste à Paris 2018, donc l'organisation des Gay Games, nous avons une coprésidence, un homme, une femme. Et c'est une volonté politique depuis 1982 d'avoir des dirigeants mixtes et qui promeut justement cette diversité par l'exemple. Lors des Gay Games, vous avez eu des problèmes, des manifestations, des gens qui étaient contre l'événement? Vous avez eu un service de sécurité particulier? Il y a eu des actions genre les ultra-cathos, rien du tout? Pas du tout. En fait, l'événement a été très bien accepté par la population. Alors évidemment, on avait un service de sécurité très important tout partout. On a eu une plainte pour actes homophobes sur l'ensemble des manifestations. Il y avait 62 endroits dans lesquels on a fait des manifestations sportives ou culturelles, donc il y a vraiment beaucoup d'endroits. Sur tout ça, c'est pas beaucoup. Il n'y a pas eu d'insultes, c'est accepté aujourd'hui dans la population à partir du moment où ils voient que c'est un événement inclusif, que c'est un événement ouvert, que c'est un événement joyeux, c'est un événement où... Qui fédère en fait, qui n'est pas communautariste, quoi. Pas du tout. Et d'ailleurs, la présidente du comité olympique régional est venue à visiter tous les sites. Elle m'a dit une chose qui m'a beaucoup séduit et qui m'a flatté, c'est que finalement, on était dans les vraies valeurs du sport aux Gay Games et qu'elle a vu beaucoup de valeurs qu'elle aimerait voir sur tous les terrains. Très bien. Malheureusement, on arrive au terme de cette émission parce qu'on pourrait encore dire de nombreuses choses. Une dernière question pour terminer. Pauline, vous êtes plutôt confiante pour l'avenir ou vous voyez malheureusement un recul Quel est votre sentiment sur les 10 ans, 15 ans, 20 ans à venir? Ah non, mais très sincèrement, moi je vois plutôt une évolution. Ouais. Bien entendu, ça c'est clair et net, qu'elle sera même mondiale. Donc vous incluez tous les continents? Parce que le sport, comme encore une fois, ce sera l'arme, le vecteur même
de ces changements de mentalité, donc comme je disais, vecteur d'inclusion, du mieux vivre ensemble, la tolérance, voilà. Et puis finalement, cette différence, finalement, c'est notre richesse sur Terre. Manuel, plutôt confiant? Je suis plutôt confiant parce que depuis 1982, les choses ont avancé. Il y a plus d'athlètes ouvertement LGBT. Il y a des événements comme les Gay Games. Il y aura un tournoi international de Paris à la Pentecôte prochain qui rassemble les mêmes valeurs des Gay Games à Paris tous les ans, 7-9 juin 2019. D'ailleurs, si on veut en savoir un petit peu plus, c'est tout comment on fait? Vous avez le site internet? Le site des Gay Games, c'est paris2018.com. Et puis le tournoi international de Paris, c'est international.paris.com et c'est un tournoi toujours sur les mêmes principes, ouvert à tout le monde, il suffit de s'inscrire pour participer. Quel sport? Il y a une vingtaine de sports. Au Gay Games, on a fait du golf, du bowling, de la pétanque. Bon, Pauline veut participer la prochaine fois. Mais il y a du olympique, non olympique, et puis après des disciplines et des ateliers culturels ou tout ça toujours. Alors au Gay Games, oui, pas sur ce tournoi. Ce sera vraiment sport. Ouais. D'accord. Bon, vous l'avez compris, si vous voulez en savoir un petit peu plus, vous trouvez toutes les informations sur les sites internet, sur le web. Je suis très fier d'avoir fait cette émission parce que je pense qu'aussi en faisant ce genre d'émission et en parlant, on fera avancer les mentalités. Manuel, c'était un vrai plaisir que de vous recevoir. Merci beaucoup. Pauline, d'être là. On n'en parle pas. Hein. Si. Pauline, c'est un grand plaisir de vous recevoir et on se revoit très bientôt. Aussi, nous, on se revoit dès la semaine prochaine. Je vous dis à très très vite et vous pouvez réagir, vous le savez, sur les réseaux sociaux, nous dire ce que vous en pensez, même si vous n'êtes pas d'accord, ça fait partie du débat. Je vous dis à très bientôt.